Bonjour, moi c'est Xavier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un automobiliste, un électromobiliste. Donc je roule en électrique depuis maintenant 8 ans. J'ai commencé par une Zoé en 2015. Et de cette expérience, j'ai continué mon chemin en électrique. Et aujourd'hui, je conduis une Tesla Model 3. Je voulais vous faire une petite série de vidéos que j'essaie de vous poster tous les soirs avec à chaque fois un thème différent, mais en rapport avec les craintes, les peurs, les croyances que peuvent avoir les conducteurs de thermique avant de passer à l'électrique. J'ai relevé 14 items, donc ça fera 14 vidéos. Le but étant de faire des vidéos assez condensées et courtes. On ne pourra pas rentrer dans le détail de chaque item. Je vous laisserai débattre en commentaire parce que des débats d'1 heure, personne ne les regarde. Donc on va essayer de rester dans un format de 5 à 10 minutes, pas plus. On enchaîne tout de suite avec la première crainte. Il s'agit des temps de recharge trop longs. Recharger une voiture électrique, effectivement, ça prend plus de temps que de faire un plein d'essence. Là, il n'y a pas photo. Et c'est un des principaux obstacles à franchir avant de s'engager vers l'électrique. Alors sur les temps de charge, déjà, je peux vous parler de mon entrée dans le monde électrique. Donc c'était une époque où il n'y avait pas de superchargeur. Il n'était quasiment pas possible de traverser la France avec un véhicule électrique. Je suis rentré dans le monde de l'électrique avec une voiture à petite autonomie. Donc ce n'était pas mon véhicule principal, mais un véhicule secondaire qui me servait dans 95% du temps à faire mes petits déplacements quotidiens, travail, courses, loisirs. Mais lorsqu'approchait l'été et de partir en vacances, ce n'était pas jouable. Mais compte tenu de ces limitations, les temps de charge, ce n'était même pas une question pour moi, puisqu'en rentrant le soir au domicile, je la mettais en charge et puis le lendemain matin, je repartais avec une voiture pleine. Et rapidement, je me suis dit, c'est vachement pratique quand même de plus passer à la station-service, toucher un pistolet, devoir mettre des gants, avoir de l'essence sur les mains. Tout ça, c'était quand même de la vieille histoire, en dehors des grands trajets vacances, où pour cela, j'utilisais un autre véhicule. Et une fois qu'on a un véhicule électrique, quand on compare le coût d'utilisation avec le thermique, on utilise le plus possible le véhicule électrique. 4 années se sont écoulées. Au moment de changer mon véhicule thermique principal, je me suis dit, mais c'est quand même bien la Zoé parce que le coût d'utilisation il est vraiment très faible. Ça serait bien de réfléchir à remplacer maintenant le véhicule principal. Et comme tout le monde, bien entendu, je me suis dit, mais est-ce que j'arriverai encore à aller en vacances, à partir loin, sans que ce soit une galère? Donc lorsque je fais ces démarches-là de recherche, c'était un petit peu plus de 3 ans. Et là, c'est simple, le réseau n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Il n'y en avait qu'un Tesla, et Tesla, à cette époque-là, les superchargeurs étaient fermés à la concurrence. Donc, naturellement, j'ai acheté une Tesla. Ensuite, arrive le moment des premières vacances. Ils arrivent pour moi le jour de la livraison de la Tesla. Donc là, j'hésite. Est-ce que j'y vais avec mon thermique? Est-ce que j'y vais en Tesla? Et comme je venais d'être livré de la Tesla, j'ai aussi envie de l'essayer. Donc, j'ai pris ma Tesla pour faire ces premières vacances. Il me semble que j'ai fait une boucle d'un peu plus de 1500 km. Bon, le premier trajet, on le planifie. C'est-à-dire, on prend un cahier, on écrit toutes les étapes, on regarde les logiciels en ligne, on note, là je vais devoir m'arrêter à tel endroit, je vais devoir recharger jusqu'à 30% pour pouvoir repartir. Mais ça, c'était la première fois. Une fois qu'on est dedans et qu'on utilise, ensuite on regarde plus. On met tout simplement notre destination dans le GPS Tesla et le GPS Tesla fait tout le reste. Il nous dit où nous arrêter et combien de temps. Donc maintenant, cela fait 3 ans que je roule en Tesla. J'ai fait plein de vidéos où je partage mes road trips. Et pour le moment, j'ai eu tout simplement 0 galère. J'ai même une nouvelle philosophie, c'est que s'arrêter c'est bien, parce que à l'arrivée, à la destination, on n'est pas fatigué. La voiture, ok, elle nous force à nous arrêter, mais ce n'est pas des arrêts hyper longs. C'est souvent entre un quart d'heure et 25 minutes. De temps en temps, les arrêts sont tellement courts que je suis obligé d'aller débrancher la voiture pour pouvoir continuer le repas ou la pause. Lorsque je suis descendu au Portugal avec mon véhicule, c'est simple, j'étais tout seul, du coup j'avais pris des Blablacar. Blablacar, lui, il sait pas du tout qu'on a une voiture électrique, donc il m'a prévu tout un tas d'étapes avec des arrêts. Et les horaires, même si j'étais en électrique, j'ai tous respecté. Je suis arrivé à l'heure à chaque arrêt pour prendre les personnes. Donc le fait d'être en électrique ne m'a pas mis en retard par rapport au planificateur que Blablacar m'a fourni. Puis c'est indéniable, on est moins fatigué. De toute façon, en électrique, il faut avoir une autre philosophie. Les vacances, elles ne commencent pas lorsqu'on arrive à destination. Elles commencent lorsqu'on monte en voiture et qu'on quitte son domicile. Il faut prendre le temps sur la route de se poser, de respirer, laisser la voiture recharger, en profiter pour prendre un petit repas, en profiter pour regarder ce qu'il y a autour, et puis
de famille avec des enfants, franchement, un quart d'heure, 20 minutes, le temps d'aller aux toilettes, ou bien d'aller sur l'aire de jeu, et puis bah c'est terminé. C'est terminé, il faut dire à tout le monde de retourner à la voiture qu'il est temps d'aller jusqu'au prochain arrêt. Il faut vivre avec son temps. La philosophie du « moi je fais Paris-Marseille, paf, 6-7 heures, c'est fini, on n'en parle plus », eh ben non, on peut aussi mettre 8 heures et faire des arrêts et arriver en pleine forme, plutôt qu'en arrivant, dire « oh putain, je suis crevé, allez, on va se coucher ». Non. Et contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'on fait un trajet en électrique, on ne s'arrête pas à 0% et on repart à 100%. Non, en général, on oscille entre 15% de batterie pour moi, 70, 80, pas plus. Et si on fait un arrêt plus long, parce que bah, on a des besoins humains, on va se balader, il y a un beau coin à voir à côté, ou ce genre de choses, et bah dans ce cas-là, même si je repars à 100%, je sauterai très certainement la charge que j'avais programmée juste après. Donc oui, il faut s'arrêter pour faire des recharges, c'est un petit peu plus long que de mettre de l'essence. Par contre, avec une autre philosophie, c'est du temps absolument masqué. Et tout ça, c'est dans la tête. C'est juste que vos vacances, vous, elles commencent peut-être lorsque vous arrivez à destination, mais moi, mes vacances, elles commencent lorsque je quitte ma maison. Et m'arrêter 15 à 25 minutes, bah, il n'y a pas mort d'homme. Et si je fais ça 2 fois sur un trajet de 800 km, c'est tout, pas plus, parce que 1, je pars de chez moi, ma voiture est pleine. Je fais mes premiers 300-350 km, je recharge. Je refais mes 300-400 km, je m'arrête une seconde fois. J'arrive à destination. Et voilà, j'ai fait 2 arrêts pour faire mes 700-800 km. La réalité, elle est là. Elle n'est pas dans les trucs fantasques que vous pouvez voir dans des reportages auto où c'est une vraie galère de traverser la France en électrique. Mais en même temps, si on prend une i208 qui est une citadine pour traverser la France, ça va pas le faire, il faut adapter le véhicule que vous achetez à vos besoins. Et entre nous, la i208 de Peugeot, bah c'est pas celle qui recharge le plus, c'est pas celle qui a le plus d'autonomie, c'est pas non plus la plus efficiente. Et puis le groupe Stellantis, c'est pas non plus celui qui est à fond dans l'électrique. Je dis ça parce que c'est le dernier reportage que j'ai vu, il me semble, dans Automoto. Donc regardez bien avant d'acheter un véhicule vos besoins, les trajets que vous faites régulièrement. Est-ce que je peux faire un aller-retour avec la capacité de la batterie? Ne pas croire les normes WLTP, se fier plus à des tests d'utilisateurs réels qui possèdent le véhicule ou qui l'ont au moins testé sur une semaine sur des longs trajets. Je ne suis pas ici pour prôner le tout Tesla. Il y a plein de bonnes voitures électriques. La dernière vraiment qui me fait de l'œil par rapport à son prix surtout, c'est la MG4 qui a de très bonnes courbes de recharge. Si vous faites souvent des longs trajets, il faut que ça recharge assez rapidement et pas uniquement, par exemple, comme l'annonce le constructeur, jusqu'à 130 kW et que le 130 kW, on les atteint une fois en pic et aussitôt, hop, la courbe, elle redescend. Il faut que la courbe de recharge reste stable, si possible, jusqu'à au moins 70%. Bon, c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre des heures et des heures, mais de mon expérience, moi je vous assure, vous pouvez aller regarder plusieurs vidéos de mes road trips, puis toujours arrivé à bon port, je suis toujours vivant. Je n'ai pas passé un temps infini sur les points de recharge. Ça ne m'a en tout cas jamais semblé long. C'est peut-être une philosophie différente. Mais je vous assure que j'ai passé beaucoup moins de temps à attendre d'avoir de l'énergie dans mon véhicule en 2022 que certains automobilistes qui ont fait la queue pendant des heures pour remplir leur réservoir. Et eux, en plus, n'avaient peut-être pas Netflix dans leur voiture. Bon, blague à part, parce qu'en réalité, la partie multimédia de la Tesla, j'utilise quasiment pas. Parce que bah j'ai pas le temps de l'utiliser. On n'attend pas assez longtemps. En plus, moi j'ai une petite partie, bon, Instagram, etc. Je réponds un petit peu à vos commentaires. Mais moi, mes recharges, elles sont souvent trop rapides à ce que j'ai planifié de faire pendant ce temps-là. Pour conclure ce point charge, c'est surtout dans la tête. Si on a le bon véhicule avec la bonne courbe de recharge, 20 minutes, personne n'en meurt. Par contre, pour le portefeuille, ça fait du bien. Parce que la plupart du temps, bien sûr, on n'utilise pas les superchargeurs, mais on essaye d'utiliser, si c'est possible, son domicile pour la recharge ou bien son lieu de travail. C'est quand même 2 trucs, c'est idéal. Ensuite, effectivement, si vous n'avez pas de moyens de recharge, ni sur le lieu de travail, ni à votre domicile, c'est un petit peu plus dur d'aller vers les solutions électriques lorsque la situation autour ne s'y adapte pas. Je vous refais une petite vidéo demain pour parler un petit peu plus en détail des infrastructures de recharge qui peuvent faire peur et limiter certaines personnes à franchir le pas pour aller vers l'électrique. Allez, à demain. Si tu as aimé ce type de contenu, abonne-toi, c'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Merci.